Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Ainsi débute l'histoire. J'aurais tout fait pour être ailleurs, mais malgré moi j'étais bien là, à regarder les chiens et les rats qui dévoraient la chair, des êtres qui m'étaient chers. Me voici condamné à raconter aux autres, à ces autres dont certains auraient bien pu m'éviter ce supplice si pesant, de trouver des mots à mettre sur l'innommable qu'est cette horreur. 1. Il est presque 10 heures à Liège, lorsque le jeune artiste entre dans les locaux des Territoires de la Mémoire. C'est devenu une petite habitude depuis 4 jours. Il commence par saluer la jolie brune de l'accueil et lui demande si aucun des éventuels visiteurs de l'exposition de ses toiles n'est reparti avec une question sans réponse. C'est en réalité une façon comme une autre d'engager la conversation. Chaque tableau est accompagné d'un texte explicatif assez précis. Une tasse de café dans une main, l'autre y tournant soigneusement une petite cuillère en plastique blanc, il se dirige vers la salle où sont exposés, à côté des images représentatives du génocide des Tutsis, différents autres objets, vêtements, cartes d'identité, chaussures, lunettes. Toutes sortes de biens personnels qui n'appartiennent maintenant plus à personne. Il dépose la boisson encore trop chaude sur la table, et fait un tour complet de la salle. Peut-être quelque chose a-t-il changé d'hier à aujourd'hui, dans ce décor. Il s'arrête devant le livre d'or destiné au message des visiteurs. Ils sont pour la plupart émus par la triste réalité que dégagent ces œuvres d'art et par l'atrocité avec laquelle plus d'1 million de gens furent massacrés. D'avril à juillet 1994, en un peu moins de 100 jours, hommes, femmes et enfants. En feuilletant le livre, il reste captivé par un paragraphe. Au départ, c'est la forme qui l'attire. Une belle écriture d'une innocence juvénile. Probablement l'œuvre d'une femme, déduit-il. Et tout en lisant le message, il se sent l'envie de verser une larme. Seulement il ne pleure plus. De tout ce qui touche sa sensibilité, rien ne peut se mesurer à ce qu'il a déjà vécu. Il referme le livre en réalisant que depuis lors, il n'a plus eu l'occasion de pleurer une seule fois. Et puis, dit-on au Rwanda, les larmes d'un homme coulent vers l'intérieur. Cédric doit être une véritable cuve. Sans savoir vraiment pourquoi, il eut envie de connaître l'auteur de ce message. L'odeur du café lui fait abandonner ses réflexions vaines. De toute façon, il est impossible de le retrouver, alors. Des questions sans réponse, il en a des milliers. Il n'aura aucun mal à oublier celle-là. Du bout des lèvres, il estime la température du liquide noir surmonté d'une mare luisante. Le filet de vapeur qui s'en échappe est troublé par la respiration du goûteur. Il n'y a plus de danger. Alors, il en avale une gorgée puis redépose la tasse sur le cercle mouillé dessiné sur la table à l'endroit même où il l'a prise. Il se plonge sans conviction dans la lecture du roman qu'il a commencé la veille. C'est ainsi qu'il occupe ses journées, toujours à disposition des visiteurs, prêt à répondre à leurs questions. 30 minutes plus tard, un groupe de 6 personnes quitte le bâtiment en saluant l'hôtesse à l'accueil. Celle-ci les interpelle. Si vous voulez, l'auteur des tableaux explosés dans la salle que vous avez visitée tout à l'heure vient d'arriver. Au cas où vous auriez des questions à lui poser. En effet, ce groupe avait jeté un œil sur ces tableaux, quelques minutes avant de continuer leur visite sur un parcours qui raconte l'exportation des Juifs et autres victimes du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un véritable musée vivant, avec des images à l'appui et une voix qui accompagne le visiteur dans un décor quasi identique à la réalité de l'époque. Revenons à nos moutons. L'annonce de la demoiselle est prise comme une bonne nouvelle. Attendait-il Cédric tout à l'heure ? Ils font demi-tour et se dirigent vers l'artiste. 2 garçons, 3 filles et une femme plus âgée. Probablement des élèves en compagnie de leur professeur. En les voyant arriver, il s'est levé pour leur témoigner poliment de sa disponibilité. Son livre ne le passionne de toute façon pas, il en choisira un autre en rentrant. Après avoir posé un regard insistant sur chaque membre du groupe, une façon à lui de se faire une idée du genre de personnes à qui il a affaire, il les salue et les met à l'aise en leur offrant un joli sourire. Pourtant, les jeunes ont l'air surpris. Ils s'attendaient probablement à voir une autre personne que ce jeune garçon, si charmant et si calme, au milieu de ces objets qui rappellent l'horreur vécue par son peuple. Après quelques questions auxquelles Cédric répond clairement, le groupe reste perplexe.
Ils sont ébahis d'avoir devant eux un homme qui a assisté à tant de choses, et qui les raconte avec cette apparente sérénité. Peu de gens savent relater des faits aussi poignants après les avoir vécus. Et il lui arrive même de sourire. Pourtant, le décor qui les entoure crée une ambiance macabre. Les peintures engendrent, sans avoir besoin d'écrire ou de dire un seul mot, un respect fait d'abord de pitié, puis de compassion, ensuite de révolte et enfin, pour certains, de culpabilité. Le public est entraîné au cœur des moments de supplice d'un peuple abandonné par le monde. Il n'était accusé d'aucune faute, d'aucun crime, si ce n'est celui d'être Tutsi. Comment peut-on garder le sourire et continuer à vivre après avoir tant souffert? Comment répondre à cette question? Elle est posée par une jeune fille d'une beauté assez remarquable, au milieu du groupe. Le jeune artiste tente de ne pas la décevoir. Pour être franc, je dois vous avouer que l'on ne vit pas vraiment. La demoiselle a un sourire gêné. S'en voudrait-elle de vivre, elle, de connaître le bonheur? Cédric poursuit. Après avoir tant côtoyé la mort, à la voir si proche de nous, on finit par croire qu'on ne peut rien faire d'autre que l'attendre. Comme si chaque respiration, chaque seconde était un cadeau, un don de la vie ou un sursis accordé par la mort. Elle était presque palpable, on pouvait l'entendre, la sentir. Alors on attendait qu'elle se décide. Seulement voilà, 10 ans après, on est toujours là. Personnellement, il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte qu'on existe malgré tout. J'ai moi-même décidé de vivre, de ne pas me contenter d'exister. C'est pour beaucoup un devoir, car nous, les rescapés, nous devons être là comme témoins vivants de l'existence du génocide, de l'existence de ceux qui sont partis aussi. Et puis nous sommes comme un encouragement pour ceux qui restent, mais qui ont perdu leur capacité tant physique que psychique. Et enfin vivre comme des messagers, pour avertir les autres que s'ils ne restent pas vigilants, ce qui nous est arrivé peut se reproduire n'importe où, que personne n'est à l'abri. Dans cette tranche de vie présente qui nous a été ajoutée, puisque la vie s'est arrêtée pour nous en 1994, nous avons finalement beaucoup plus de raisons de vivre que l'on ne puisse se l'imaginer. Et croyez-moi, s'il faut vivre, mieux vaut le faire avec un sourire aux lèvres qu'avec un visage crispé. Ce qui nous est difficile mais pas impossible. En disant ces mots, Cédric ne se rend pas compte qu'il sourit, que son visage s'illumine. Les autres attentifs l'ont remarqué. Il poursuit. Si les assassins ont voulu détruire tout ce qui nous appartenait, ce à quoi ils sont presque arrivés, il y a une partie qu'ils n'ont pas réussi à anéantir complètement. Nos cœurs, même blessés, continuent à battre malgré tout. C'est grâce à ça, je crois, que s'affiche encore de temps en temps un sourire sur les lèvres de gens comme moi. Cela fait donc 10 ans, poursuit un des garçons du groupe. Vous devez alors préparer quelque chose de conséquent pour ce 10e anniversaire? Un peu surpris par cette question, probablement du fait qu'il s'attend toujours à une question de la même trempe que celle qui la précède, Cédric Ngoga met du temps avant de répondre. Dommage que la langue n'ait pas trouvé un autre mot moins festif pour remplacer anniversaire, dans ce genre de circonstances. Tout le monde sourit à cette remarque et une douce complicité s'installe entre le groupe et l'artiste. En effet, beaucoup de choses sont prévues durant 3 mois à partir du 7 avril, date officielle du début du génocide. Au Rwanda et même ici en Belgique comme partout dans le monde, là où les gens arrivent à avoir le courage de nous écouter, beaucoup d'activités de commémoration sont organisées. C'est dans ce cadre qu'ici à Liège, cette exposition sera clôturée par une journée commémorative ce samedi. Si vous avez du temps, vous pouvez venir nous soutenir. Savez-vous s'il y a le témoignage d'un rescapé au programme de ce samedi? Demande la jolie fille aux cheveux dorés coupés courts, particulièrement intéressée. Il y en aura un. Vous voulez venir? Qui, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Vous serez là, vous? Bien sûr que je serai là. Allô, moi aussi je serai là. Le jeune homme, sans comprendre pourquoi sa présence semble être une condition pour la venue de la jeune fille, est touché par le fait d'avoir trouvé un public particulièrement attentif à son histoire. Alors qu'il s'apprête déjà à partir, il veut les retenir un peu plus. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un livre prévu pour que ceux qui ont quelque chose à nous dire puissent l'écrire dedans. Moi, j'ai déjà écrit dedans ce matin, répond celle qui est déjà sa petite préférée. Allez, on se voit samedi.
termine-t-elle par lui dire tout en rejoignant le reste du groupe qui est déjà en train de franchir la porte. Cédric les accompagne du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Il retourne vers le livre d'or pour réexaminer les messages. Un seul paragraphe date de cette journée, le même qui avait attiré son attention le matin. C'est donc elle qui en est l'auteur. Il constate, avec un soupçon de fierté, qu'elle n'est pas loin de l'image qu'il a tenté de se faire sur base de son écrit. Avant de retourner s'asseoir, il relit une dernière fois le message. C'est encore plus émouvant quand on peut mettre une voix et un regard dessus. 2. Le 6 avril 1994, accompagné de mes deux frères Patrick Nekaka et Alain Higuiro, je quittais mon village natal, Kiramuruzi. Nous nous rendions à Kigali, la capitale du Rwanda. Il nous fallait parcourir 70 km environ. Je devais me rendre dans le quartier de Kanombe, chez ma tante Joséphine Iraba. Elle vivait là-bas avec son époux Guylain Rugamba, un technicien de l'aéroport de Kanombe. Afin d'être proche du lieu de travail de mon oncle, le jeune couple venait de s'acheter une maison dans un quartier généralement habité par les familles des militaires du camp Kanombe, l'un des plus grands camps militaires du pays. Le quartier était très convoité par les personnes aisées, parce que loin de l'agitation du centre-ville. Le président de la République habitait lui-même dans le coin. C'est là que j'avais prévu de passer une semaine de mes vacances de Pâques. Mes frères prétendaient qu'ils se déplaçaient dans le seul but de saluer ma tante. C'est une longue route, c'est vrai, mais elle nous manquait beaucoup. Il faut dire qu'on avait l'habitude de la voir près de nous, puisqu'elle était venue s'installer à la maison après la mort de sa mère, alors qu'elle avait à peine 11 ans. Cependant, avec son récent mariage, les choses avaient inévitablement changé. C'étaient les premières vacances qu'elle passait loin de nous. Bien qu'ils veuillent réellement revoir notre tante, la véritable raison de la courtoisie de mes frères était leur peur de me laisser voyager seule. Ce pays était devenu dangereux, surtout pour les Tutsis. Ainsi, vers la fin de la journée, ils quittaient déjà Kanombe et prenaient le chemin du retour. Il était 21h. On venait tout juste de quitter la table, et on discutait tranquillement, assis dans le salon. Mon oncle allait nous raconter une anecdote de sa journée à l'aéroport, lorsqu'une explosion a retenti, lui coupant la parole nette. Nous étions silencieux, attentifs. Qu'est-ce que c'est ? Qui ? Où ? Ce n'était pas impossible d'entendre une explosion dans ce pays. On pouvait même s'y attendre. Depuis 1990, le Rwanda était en guerre contre les rebelles du FPR, le Front patriotique rwandais. C'étaient les réfugiés Tutsis, chassés du Rwanda depuis les années 1959. Ils se battaient pour rentrer dans leur pays, et le seul moyen probant était malheureusement la force. Pourtant, même si une explosion n'était pas impossible, elle restait dans ce cas surprenante. Une détonation si forte à Kigali, alors que les combats se passaient loin de la capitale, ce n'était pas singulier ? Sans oublier qu'on était dans une période de cessez-le-feu, suite à un accord de paix signé entre les deux parties en conflit. On s'inquiétait, on épiait le silence. Rien. On osait à nouveau respirer. Tonton Guylain tenta de trouver une explication en allumant la radio. C'était une habitude dans ce pays. On suivait les nouvelles en permanence, afin de ne pas être surpris par un quelconque changement de situation. Après quelques minutes, rien ne nous était encore dévoilé. On avait tous sommeil, et on a décidé d'aller se coucher puisqu'il semblait que la radio n'en savait pas plus que nous. Comme pour nous contredire, celle-ci a annoncé une édition spéciale du journal. Tout le monde s'est tu et a écouté. De retour d'Arusha en Tanzanie où il était parti pour s'entretenir avec ses homologues de la région, le président de la République rwandaise Juvenal Habyarimana vient de trouver la mort dans son avion, abattu non loin de son domicile. Le président burundais, Cyprien Ntaryamira qui accompagnait Juvenal Habyarimana dans ce même avion n'a pas survécu non plus. Il en est de même pour toutes les personnes à bord. En attendant l'éclaircissement de cette affaire, tout le monde est prié de rester chez soi jusqu'à nouvel ordre. C'est fini pour nous, a soufflé tonton Guylain. C'était clair pour tout le monde. La mort de tous les Tutsis,
longtemps réclamé par les médias extrémistes Hutus, chanté dans leurs chansons, justifié dans les discours de leurs dirigeants, devait finir par arriver. Il ne manquait plus qu'un prétexte. La mort du président en était bien plus qu'il ne faut. Ils allaient accuser les Tutsis de l'avoir assassiné. Et ils allaient réclamer la mort de l'assassin. Ce qui nous sautait aux yeux à l'instant nous apparaissait comme un sort inévitable. Ce chef d'État dont tout le monde avait l'habitude d'entendre la voix avant chaque journal radiodiffusé, depuis sa prise de pouvoir en 1973, cette personne respectée à un point tel que tous les fonctionnaires de l'État fermaient leur bureau pour l'accompagner à l'aéroport lorsqu'il partait à l'étranger, ou pour l'accueillir à son retour, ce type qu'on appelait le père de la nation, qui aurait refusé de venger sa mort une fois le coupable désigné? Personne n'aurait osé. Et même s'il y en a qui ont tenté d'être raisonnables, ils ont été considérés comme complices de l'ennemi. Ils ont subi le même châtiment que lui. Ainsi, celui qui de son vivant avait réussi à se faire passer pour le père de tous les Rwandais était devenu, après sa mort, le père des seuls Hutus. Les Tutsis étaient désignés comme ses assassins. Et les Twa, souvent considérés comme inexistants, ont dû choisir leur camp chacun pour soi. Tout était tracé. Tout était certain. Tout était affreusement certain. Pourtant il est difficile de croire à sa propre mort. C'est dans cette atmosphère qu'on s'est dit au revoir. Chacun s'est dirigé vers sa chambre pour se coucher, sans être sûr qu'on faisait le bon choix. Il était encore tôt quand tonton Guilain a mis son manteau et est sorti. Debout dans ma chambre, je regardais à travers la fenêtre. Je l'ai vu marcher et quitter le jardin. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce qu'il était en train de faire. J'ai couru demander à ma tante, déjà assise au salon. Pourquoi est-ce qu'il sort? Il a oublié ce qu'on a dit à la radio? Je tremblais. J'étais nerveuse. J'avais tellement peur. Je ne sais pas non plus où il va, a répondu ma tante. Il a seulement insisté pour qu'on reste ici à l'attendre. Je crois qu'il ne va pas loin. Il ne tardera pas à revenir. Nous avons passé toute la matinée à attendre de ses nouvelles. Il devait être 11 heures quand 4 militaires en uniforme ont frappé violemment à la porte. Aussi terrorisée que moi, tante Iraba a envoyé la jeune femme de ménage pour ouvrir. Sans même lui dire bonjour, ils sont entrés et se sont dirigés vers nous. J'étais debout, au milieu du salon. Je ne sentais plus mes jambes. Mes genoux allaient me lâcher. Le premier m'a poussé violemment, et je suis tombée comme un pantin assise à côté de ma tante. En caressant leurs fusils, ils marchaient lourdement. Leurs pas résonnaient fort dans ma tête. Celui qui semblait être le chef a pris la parole. Comme vous l'avez sans doute appris, probablement même avant nous, notre président a été victime d'un attentat. Plusieurs témoins affirment avoir vu 2 militaires du FPR entrer ici hier, et nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils sont pour quelque chose dans cette affaire. Vous feriez donc mieux de nous les livrer pour qu'ils soient jugés comme il se doit. Les extrémistes Hutus avaient l'habitude de désigner tous les Tutsis comme des militaires du FPR. Ils faisaient bien entendu allusion à mes frères qui m'avaient accompagné hier. Ils avaient été vus de tous les passants. Sans obtenir de réponse de notre part, les militaires ont fouillé scrupuleusement toute la maison sans rien trouver et, curieusement, ils n'avaient pas l'air contrariés lorsqu'ils sont partis en nous promettant de revenir plus tard. On comprendra par après que l'un des buts cachés de cette visite était l'évaluation des biens et des personnes se trouvant dans cette maison. La vie des Tutsis appartenant désormais au bon vouloir des extrémistes Hutus, ces derniers devaient naturellement se partager aussi les biens. Après cette visite, nous sommes restés tétanisés. C'est exténué que tonton Guilain nous a retrouvés vers 20 heures. Sa femme en larmes, d'une voix accusatrice, lui a demandé : « Mais qu'est-ce qui t'a donc pris de nous abandonner toute seule dans ces moments difficiles ? On a failli se faire assassiner par de vulgaires militaires sans que tu sois là pour au moins leur tenir tête. Je suis vraiment désolée. Je croyais bien faire en m'éloignant de vous. Moi aussi j'ai peur, et je pensais qu'il fallait vous le cacher pour ne pas vous démoraliser. Maintenant je sais que ça ne sert plus à rien de garder le moral. On n'a aucune chance d'échapper à la mort. » Sa voix s'étranglait. Il a pris une profonde inspiration, puis a continué. «
J'ai essayé de trouver un moyen de nous tirer de ce quartier bourré de militaires, mais les ordres sont clairs. On ne peut pas bouger de 100 mètres sans être obligé de montrer ses papiers, soit à un barrage de miliciens, soit à une patrouille de militaires. Et le seul fait d'être Tutsi leur suffit comme prétexte pour nous éliminer. Mais moi je n'ai qu'une carte d'étudiant. Et l'ethnie n'y est pas mentionnée, tentais-je de me réjouir. Cela représente une chance en effet. Mais toi, un simple regard suffit pour savoir qui tu es. Ton physique te trahira. Aucun Rwandais ne pourrait douter de ton appartenance ethnique. Et pourquoi les militaires qui sont passés ce matin sont-ils partis sans nous tuer ? Ma tante espérait sans doute y trouver une marque de sympathie. Sans doute parce que je n'étais pas là. Ils voulaient vous faire croire qu'il n'y a aucun danger à rester à la maison. C'est ce qui leur pénétra de nous tuer tous ensemble, sans avoir même à nous chercher dans différentes cachettes. Tu vas donc repartir demain ? Je ne sais pas. Je ne sais franchement plus ce qui est mieux à faire ou ce qui ne l'est pas. On verra avec la nuit, on dit qu'elle porte conseil. De toute façon, s'il faut partir, je partirai avec vous. Plus question de vous abandonner. S'il faut mourir, je mourrai à vos côtés. Quelques minutes plus tard, on frappait à nouveau à la porte. Guilain est allé ouvrir. C'étaient les voisins. Pendant la journée, tonton Guilain était passé chez Ntama, un voisin Hutu qui avait toujours été un ami proche. Il voulait s'informer de la situation. En apprenant le plan d'extermination totale des Tutsis et la réappropriation de leurs biens, tonton avait décidé que ses meubles ne partiraient pas chez ces assassins. Ainsi, il avait demandé à son ami de venir les récupérer pendant la nuit, quitte à ce qu'il les garde si aucun de ses héritiers ne survivait. On emportait donc tout ce qu'on pouvait, laissant la maison presque nue. Le matin, on venait de se lever lorsqu'on a défoncé la porte dans un fracas. Les militaires qui sont entrés étaient tellement furieux. On sentait notre heure arriver. Sans ne nous adresser aucun mot, aucun regard, l'un d'eux a tiré une balle dans la poitrine de tonton Guilain. Il s'est recroquevillé sous nos yeux, devant notre misérable, détestable impuissance. Il regardait sa femme comme pour lui transmettre un dernier message, qui restait malheureusement coincé dans sa gorge. Sa bouche a laissé échapper à la place un flot de sang, pressé de quitter ses poumons. Il s'est effondré. On ne l'entendait plus respirer. Terrifiés, ma tante et moi sommes tombés littéralement sur les chaises de la salle à manger, seul meuble encore présent dans cette pièce qui avait servi de salon et qui se transformait maintenant en funérarium de ses anciens propriétaires. Comme pour désigner sa prochaine cible, l'assassin a collé son arme encore fumante contre ma poitrine, sans se décider à tirer. Ses compagnons qui entre-temps avaient fouillé les autres pièces de la maison, étaient revenus en criant. Il n'y a plus rien dans cette putain de baraque. Leur chef, dans un grand effort pour contenir sa rage, a réussi à nous demander presque calmement. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait de tous les meubles que j'ai vus de mes propres yeux hier ? Ils sont chez Ntama, avoue précipitamment Kankindi, la femme de ménage, voyant qu'aucune d'entre nous ne réussissait à prononcer un mot. Debout quelque part dans un coin, je l'avais presque oublié celle-là. Le militaire semblait réfléchir. Après quelques pénibles secondes, il a demandé à la fille d'aller lui chercher les clés de la maison. Son arme était toujours braquée sur moi. Je m'attendais à ce qu'il décide de me tuer d'une minute à l'autre. Je n'ai retrouvé ma respiration que lorsqu'il a retiré le fusil, en disant « On n'est jamais assez prudent avec les Tutsis. On va d'abord vérifier puis on vous tuera après. On n'a pas l'intention de se faire baiser par des femmes de cafards. » Puis, comme s'il devait absolument laisser partir cette balle qui semblait tantôt être la mienne, il a tiré dans la tête de tonton Guilain qui n'a pas bougé. Il était mort depuis longtemps déjà. 3. Venez, sortons vite d'ici avant qu'il ne soit trop tard, chuchote Kankindi après le départ des militaires, les 4 mêmes qui nous avaient rendu visite la veille. Ces imbéciles n'avaient même pas pris la précaution de laisser quelqu'un pour nous garder pendant leur visite d'inspection. Ils pensaient sans doute que nous ne pouvions aller nulle part. Ils avaient raison. Les Tutsis n'avaient plus nulle part où aller dans ce pays. Mais comment veux-tu que l'on sorte d'ici ? A déploré Tantiraba, les portes sont fermées à clé.
Ils n'ont pas pensé qu'une clé peut avoir son double. Sa voix était presque triomphante. J'ai pris la précaution d'enlever du trousseau le double de la clé de sortie, et ils ne s'en sont pas rendus compte. Elle n'avait pas encore terminé sa phrase que tout le monde s'était précipité vers la porte. Un dernier regard vers le cadavre de son mari, tante Iraba quittait presque sans remords cette maison où elle avait pourtant savouré le bonheur d'une vie à deux. Elle y abandonnait malgré elle l'homme qu'elle avait le plus aimé au monde, en pensant sans doute qu'elle le rejoindrait d'ici peu. Une fois dehors, Kankindi a pris un chemin différent d'une autre. C'était plus prudent de se disperser. J'avais la conviction que c'était la dernière fois que je voyais cette fille. N'étant moi-même là que de passage, je ne la connaissais pas bien. Je ne savais même pas si elle était Hutu ou Tutsi. Je ne m'étais jamais posé la question. Je ne sais pas si elle a pu survivre, mais ce qui est sûr c'est qu'elle a sauvé ma vie de justesse ce jour-là. Nous avons pris la direction de la brousse, ma tante et moi. Et arrivés dans un buisson, dissimulé, à l'abri des regards des passants, nous avons décidé de ne plus bouger. Ou plutôt ma tante a décidé, parce que moi, je ne pouvais plus réfléchir. Nous étions le 8 avril 1994. Le 8 avril 1980, je naissais quelque part dans un village à l'est du Rwanda. Je fêtais mes 14 ans. Le jour où les autres enfants, nés à la même date, étaient probablement en train de recevoir des cadeaux de leur entourage, moi, mon entourage m'avait offert une place de spectacle aux premières loges. Je venais d'assister à la mort du mari de ma tante. C'était la première personne morte que je voyais de ma vie. Le jour où les autres enfants nés à la même date étaient sans doute en train de festoyer, moi j'étais là, couché dans un buisson, en faisant le moins de bruit possible. Le jour où les autres enfants nés à la même date étaient entourés de toutes les personnes chères, attendant le moment de déballer leurs cadeaux, moi j'étais là, à côté de ma tante, loin de tous les êtres qui m'étaient chers en attendant la mort. C'est ainsi que j'ai passé mes 14 ans. Les années suivantes, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Puisque depuis, ce jour signifie à mes yeux la mort et non plus la vie, et que c'est dans ce buisson que je me suis demandé pourquoi j'étais née. Je ne sais pas si c'est un miracle ou si c'est possible scientifiquement, mais ça faisait 10 jours qu'on se cachait dans ce buisson sans manger ni boire, sans bouger ni même parler. Nous restions là, à nous dissimuler pour échapper à la justice des extrémistes Hutus. Ils nous avaient condamnés à mourir, accusés officiellement d'avoir tiré ces 2 missiles qui ont touché le Falcon 54 du président Habyarimana. Aussi bizarre que cela puisse être, tous les Tutsis du Rwanda étaient accusés d'avoir appuyé en même temps sur la détente du lance-missile. C'est pour ça que nous devions être exécutés, et le monde entier semblait approuver le jugement. Pourtant, notre seul crime était d'être nés Tutsi. Non, ce n'est pas une faute en soi. C'en est devenu une, sans que personne n'ose s'y opposer. Pendant toute la journée, on entendait les discussions des passants. Ils se vantaient d'avoir réussi à exterminer telle ou telle famille. Ils se demandaient où pouvaient bien se cacher les 2 femmes Tutsi, qu'ils ne réussissaient toujours pas à dénicher. Ils parlaient de nous. On perdait petit à petit tout espoir de sortir vivante de là. On n'osait même pas s'enfuir la nuit, sachant pourtant que les tueurs dormaient tranquillement chez eux, exténués après une longue journée de travail fatigant qu'aidait l'assassinat des Tutsis. Ils avaient pris l'habitude de nous appeler les cafards ou les serpents, sans doute pour légitimer leurs actes. Ils pensaient ainsi qu'ils sauvaient leur vie en se débarrassant de ces animaux nuisibles. On avait passé plus d'1 semaine dans ce buisson. Un animal est alors venu nous rendre visite. Ce n'était pas un chien. Je n'en avais jamais vu de ce genre. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'une hyène. Censée être dangereuse, elle semblait plutôt pacifique ce soir. Je craignais tellement les hommes que j'aurais caressé sans trembler la bête la plus féroce. En regardant cette hyène, j'ai éprouvé un désir de liberté sans égal. Elle pouvait se déplacer, manger à sa faim. J'aurais tout donné pour être une hyène à ce moment précis. Elle n'a pas voulu abréger notre supplice d'un coup de croc dans la gorge. Elle a juste continué son chemin, après un chut à peine audible qui est sorti de la bouche de ma tante, tout de même sur ses gardes. Même les animaux sauvages étaient devenus plus humains que les hommes. Aucun extrémiste Hutu n'aurait raté une occasion pareille pour nous dévorer. 4.
À l'aube du 10e jour, j'étais au bout de mes forces. Je n'en pouvais plus d'attendre et d'attendre quoi au fond? Ma tante avait remarqué que la vie s'échappait peu à peu de moi. Je ne luttais même plus. Elle ne pouvait pour m'aider que collecter le peu d'eau de la rosée, déposée par la nature sur des feuilles et des herbes, dans le creux de sa main. On dit que l'eau est source de vie. Ce qui dans mon cas est vrai, c'est que ces maigres gorgées ont remis mon cerveau au travail. J'ai alors compris que je ne pouvais plus rester là. J'avais appris à accepter la mort dans ce buisson. Pourtant, mourir de faim était plus atroce que je ne l'avais imaginé. Il faut sortir d'ici, tante Iraba. Et pour aller où, ma pauvre nièce? Je ne sais pas. Allons à la rencontre de ceux qui nous cherchent. Sortons de notre cachette, et ils ne tarderont pas à nous tomber dessus. J'avais dit ça très rapidement, en mâchant mes mots. Je m'étais répété cette phrase au moins 100 fois dans la tête cette nuit-là, pour m'encourager, ou me décourager pour de bon. Mais ils vont nous tuer. Justement, il faut qu'ils nous tuent. Je ne sais pas toi, mais moi je n'en peux plus. Ma tante n'a pas beaucoup insisté. Elle a même accepté ma proposition plus vite que je ne l'aurais pensé. Pourtant, je souhaitais presque à ce moment précis qu'elle refuse. J'ai eu peur d'un coup, je n'étais plus sûre de vouloir partir. Elle m'a prise par la main et on a marché vers son domicile. Le soleil venait à peine de pointer à l'horizon, et les gens n'avaient pas encore commencé à circuler. Arrivés devant la maison, on n'osait pas entrer. La porte nous narguait, grande entr'ouverte. Ma tante s'approchait doucement de la façade, et elle est arrivée devant la fenêtre qui donnait sur la cuisine. Elle a collé son visage tout contre, pour contrer le reflet du soleil. Elle a alors sursauté et a crié, ou plutôt sifflé, tant il lui manquait de force. Il n'est plus là. Le corps de son mari avait disparu. Ma tante devait elle aussi souhaiter sa propre mort. Peut-être même plus que moi, puisque son mari l'attendait quelque part au-dessus de nous. Elle est venue s'asseoir à côté de moi sur le trottoir, sans un mot. Ensemble, nous avons attendu. Nous voulions que ça aille vite, qu'on nous trouve là, maintenant. Et en même temps, on espérait que ça n'arrive jamais. C'est un groupe qui a fini par nous trouver. Plusieurs dizaines de personnes, une centaine peut-être. Ils ont poussé des cris de joie. Ils se réjouissaient de nous avoir enfin trouvés. Ils se moquaient de notre état déplorable, en admirant ironiquement notre ténacité. Ils nous ont posé des questions, sans nous laisser le temps de répondre. Moi, je n'avais qu'une seule chose à dire, je voulais mourir immédiatement. J'ai alors saisi une question au vol, parmi les milliers d'autres. Êtes-vous Tutsi? Ou Hutu? Ça ne se voit pas assez que nous sommes Tutsi? J'étais agressive. Je tenais à les énerver, à les pousser à nous tuer sur le champ. Tante Iraba m'a regardé droit dans les yeux. Je lisais sur son visage crispé un désespoir profond. Dépitée, elle m'a prise par les épaules et a posé son front contre le mien. Dans un mélange de tristesse et d'angoisse, elle a soufflé. Mais qu'est-ce qui t'a pris de nous dévoiler si vite? Tu n'as même pas pensé qu'ici, personne ne nous connaît réellement? Cette question était inespérée. Tu viens de gâcher notre dernière chance d'être sauvés. Une chance d'être sauvés? Pourquoi faire? Pour combien de temps? Tu comptes retourner dans ce buisson et mourir de faim à petit feu? Oh non. Je préfère mourir maintenant. J'ai hâte de me trouver devant Dieu, de lui demander pourquoi. Pourquoi il nous a créés Tutsi, s'il savait que c'était un crime? C'est lui le seul coupable. Il ne nous a pas demandé notre avis, avant de nous imposer notre identité. Je veux partir, parce qu'il n'y a apparemment plus de place pour nous sur cette terre. Je veux aller ailleurs. J'espère juste que je serai mieux accueillie là-bas. On avait, je crois, perdu la raison. Nous avons échangé tous ces mots au milieu de ces hommes. On avait oublié leur présence, leurs armes menaçantes. Et même pendant que nous parlions, ils s'étaient tus. Ils devaient être surpris par cette scène, par notre détachement. Sans attendre la fin de ma plaidoirie, l'un d'eux, armé au départ d'un pistolet et de quelques grenades attachées à sa ceinture, avait pris la parole. Il parlait fort, d'une voix grave, d'un ton ferme de meneur. Vous avez entendu? Cette femme a voulu nous mentir. Elle a voulu nous faire croire qu'elle n'était pas un cafard.
Heureusement, nous sommes vigilants. Il a saisi la machette de l'homme qui se trouvait juste à sa droite, et dans un élan de rage, il a frappé Tante Iraba au niveau de l'oreille. Elle n'a pas résisté au choc et elle est tombée étourdie, face contre terre. Tout le monde s'est alors rué sur elle, en hurlant, en la traitant de tous les noms, les plus vulgaires, les plus inintelligibles, les plus bestiaux. Ils frappaient tous avec leurs machettes, leurs lances, leurs épées, gourdins ou encore morceaux de fer. Tous ces machins métalliques ou en bois s'abattaient à plusieurs reprises, presque en même temps. Ma pauvre tante n'a pas tardé à être réduite en morceaux. Et moi, abasourdi par cette horrible scène, j'avais oublié mon envie pressante de mourir. Je croyais que tout le monde mourrait tranquillement, comme tonton Guilain. Mourir de faim était alors pour moi la plus cruelle des morts qui puissent exister. Maintenant, ce que j'étais en train de voir était inimaginable. Je ne pouvais pas accepter d'être déchiré, transpercé, écrasé par ces hommes. Je me suis faufilé dans un élan désespéré, entre les jambes de cette troupe, en profitant malgré moi de cet acharnement sur ma tante qui attirait leur attention. J'ai couru le plus vite possible, puisant dans mes dernières ressources d'énergie et de courage, sans savoir où j'allais. Je suis entré dans la première habitation, et j'ai supplié la vieille dame qui se trouvait dans le jardin assise sur une chaise longue. « S'il vous plaît, sauvez-moi. Faites quelque chose, je vous en prie. Je ne veux pas mourir. » La vieille dame a baissé le volume de la radio. Elle m'a observé en silence, calmement. Moi, j'étais dans un état de nerfs extrême. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour toi, ma fille. Mais je vais quand même essayer. Elle a souri tristement, et dans un soupir elle s'est adressée au ciel. Qu'est-ce qui les prend à tuer de si jolies femmes? Je sais que mon fils n'est pas un tendre, mais je vais tout de même lui parler de toi. S'il est malin, il te gardera, pour t'épouser un jour. Plus tard, ils ne trouveront plus de jolies femmes comme il les aime, s'il tue tous les Tutsis. Elle s'était tue et semblait réfléchir. Il va d'abord falloir que tu manges, parce que ta mine est des plus misérables. Elle était causante, cette femme. Elle parlait un peu pour rien, un peu trop. Le temps pressait, on me cherchait. Elle ne réalisait pas vraiment, à mon avis. J'écoutais ce qu'elle disait sans y prêter attention. La seule chose qui me rassurait, c'est qu'elle avait accepté de faire quelque chose pour moi. Elle s'était enfin levée, et elle me conduisait d'un pas boiteux mais rapide dans sa chambre personnelle. « Reste ici. Personne ne viendra te chercher dans ma chambre. Je parlerai d'abord avec mon fils, et on décidera ensemble de ton sort. » Désormais, mon avenir était entre les mains d'inconnus. 5. Adel Muimpundu, la vieille femme qui me cachait, avait un fils nommé Pinzabakirana. Il comptait parmi les grandes fortunes du pays. C'était un extrémiste hutu convaincu, un des grands planificateurs du génocide. Il était même l'un des actionnaires de la RTLM, la fameuse radio-télévision des Mille Collines, dont les émissions expliquaient les bonnes raisons et les avantages liés à l'extermination des Tutsis. Une fois l'explication comprise ou admise, il donnait les filons pour en abattre un maximum en un minimum de temps. Je me trouvais sans le savoir chez la maman de l'un des grands revendicateurs de ma mort. Mais Nzabakirana n'habitait pas là. Il avait fait construire cette villa pour sa mère qui vivait là avec son fils cadet, Gervais Magagna. Il était étudiant à l'Université nationale du Rwanda. C'était avec lui qu'Ellie allait décider de mon sort. Le jeune homme n'est revenu qu'en début de soirée. Je l'ai entendu discuter avec sa mère, sans saisir un mot de ce qu'il disait. D'après le ton de leur voix, je savais que l'atmosphère n'était pas bonne. Après un débat animé, ils sont venus me rejoindre dans un état d'énervement très perceptible. J'étais assise sur le lit, tête baissée, en attendant sagement le verdict. La voilà. Regarde-la, elle est inoffensive. Maintenant, si tu me promettais d'être discret, je suis sûre que personne ne viendrait la chercher jusqu'ici. Mais si tu persistes. La suite du discours ne m'intéressait plus. Dès le moment où ils étaient entrés, je l'avais reconnu. Il était devant moi. Cet homme, c'était celui qui, ce matin, nous avait demandé si nous étions Hutus ou Tutsis. J'avais devant moi l'un des assassins de ma tante. C'était fini pour moi aussi. Je m'étais jeté dans la gueule du loup. Et si jamais ma tante avait raison?
Si la question posée avait pour but de nous sauver. La mine du garçon était passée de furieuse à tendre. Il affichait même un sourire, cruel d'accord, mais un sourire quand même. Maman, laisse-nous seuls s'il te plaît. Magania est venue s'asseoir calmement à mes côtés, sur le lit de sa mère. Il va me tuer? Me violer? Les deux? J'avoue que je n'ai jamais eu la chance de regarder de si près une si jolie femme. Ça y est. Il a fait sortir sa mère pour me violer en l'absence de témoins. On dit donc vrai, les femmes Tutsi sont les reines de la beauté. À quoi joue-t-il? Il se moque de moi. Comment un homme peut-il trouver une femme attirante quand elle est affamée, et qu'elle vient de passer 10 jours dans la brousse? Il doit quand même y avoir des innocents parmi vous. Des innocents? Comme si on était accusé de quelque chose. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.